Bienvenue à The Family. Qui vient pour la première fois? Ah bah génial, ça fait plaisir, il y a du nouveau. Ok, donc The Family, c'est une société d'investissement qui accompagne plus de 270 startups en France et qui leur offre 3 choses: de l'éducation, des outils et du capital. Ça se passe ici et ça fonctionne un peu comme une école. Donc, vous voyez, parfois il y a des événements qui sont ouverts. Bienvenue à l'un d'entre eux qui est Pitch Don't Kill My Vibe. Donc, qu'est-ce que c'est que cet événement? En fait, en gros, on sélectionne des startups qui démarrent et qui veulent s'essayer au pitch. Un exercice de présentation de leur startup. Et l'idée, c'est quoi? Elles ont toutes les mêmes consignes et vous êtes là avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance pour pouvoir participer à leur donner du feedback constructif. L'idée, c'est qu'on vient s'essayer sur cette scène un peu pour tester son pitch et pour voir ce qui marche et ce qui marche pas. C'est pas un pitch investisseur tel qu'on se le représente. On essaie vraiment de tourner au max le pitch vers un pitch utilisateur. Donc, il faut se projeter que dans la salle, en chacun d'entre vous, potentiellement, il y a des utilisateurs, des solutions qui vont vous être présentées. Donc ils ont tous les mêmes consignes: 5 minutes de pitch, 10 minutes de feedback donné par un jury extraordinaire qu'on va vous présenter. Et puis surtout, parlez-nous de ça. On veut votre one sentence. On commence par ça. Qu'est-ce que vous faites en une phrase? La base, c'est quoi la proposition de valeur? 2, on veut savoir quel est le problème auquel vous attaquez. D'accord? C'est quoi ce super problème? On veut voir une démo, même si le produit n'est pas fini, même s'il n'y a pas encore 1 million d'utilisateurs qui l'utilisent. On veut pouvoir se rendre compte du feeling que ça fait d'utiliser votre produit. On veut voir l'équipe, évidemment, très important, qui se cache derrière cette innovation. Et surtout, quand vous nous présentez l'équipe, on n'aime pas voir les diplômes, on aime savoir pourquoi eux et personne d'autre, pourquoi c'est les bons. Et puis enfin, le marché, on finit là-dessus. Pourquoi ce marché est en croissance et finalement, vous attaquez à une superbe opportunité qui va grandir. Ce soir, on va avoir Leka, Eiku, Excuse My Party, Meatbox et Serenetics. Désolée si pour certains j'ai écorché leur nom. Alors, on a la chance d'avoir un investisseur avec nous dans le jury, Nicolas qui représente Balderton, et je laisse se présenter. Merci Alice. Bonjour à tous, donc je m'appelle Nicolas et je travaille effectivement pour Balderton Capital, qui est un fonds d'investissement basé à Londres, mais moi je suis un peu entre Londres et Paris, à couvrir l'écosystème de Paris, enfin puis même aussi d'ailleurs, comme je te disais, Espagne, Portugal. Voilà, on est un des gros fonds européens. Je vais te faire un peu corporate, donc on gère en ce moment un fonds qui fait 320 millions d'euros. Donc ça veut dire que ça nous permet de faire des tickets qui vont de 1 à 10, 15 millions d'euros. Donc plusieurs stages d'entreprise. Et puis qu'est-ce qu'on recherche? Comme tout le monde, hein, des gens ambitieux qui veulent tout défoncer, et des problématiques qui scale, et puis des choses un peu funky et sympas. Ah ouais, pardon. Donc, Balderton, alors qu'est-ce qu'on a comme start-up? Par exemple, en France, on est dans Vestiaire Collectif, on est dans Talend, on était dans Sunrise, qui a été racheté par Microsoft récemment, dans Sketchfab, c'est dans la 3D, et puis dans les trucs plus connus, plus anciens, enfin, on est dans Citymapper, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une appli pour se déplacer, enfin voilà. Merci Nicolas, merci d'être avec nous. Merci de nous partager également tout à l'heure tous tes feedbacks constructifs. Hugo, on te connaît, mais tu te présentes quand même. Je m'appelle Hugo, je m'occupe des événements à The Family. J'ai monté quelques startups avant que j'ai assez raté. Du coup, je suis très clément avec les gens qui passent quand j'ai envie, puis des fois un peu moins. J'adore la musique, donc si jamais vous avez envie de balancer un peu le son en mode show, je suis d'autant plus content, sachant qu'ici, on a l'impression que pour nous, c'est une espèce d'MJC des start-upers où il y a des talents, des nouveaux talents qui viennent se produire. On leur donne une fenêtre à la fois de feedback et de visibilité. Voilà, donc on est toujours ravis de vous accueillir aussi nombreux. Et pour info, il y a des places au premier rang pour ceux qui sont dans les escaliers pour pas balancer. Voilà, et moi c'est Alice, CEO et cofondatrice de The Family. Vous êtes content d'être là?
Ouais, alors on applaudit le jury. Wouh! Ok. Tout à l'heure, on aura un petit moment de networking juste après les pitchs où justement vous pourrez échanger entre vous. C'est l'occasion de parler avec des gens, de pitcher votre projet, de trouver des associés, de trouver des employés, etc., etc. Alors, il y a un enjeu quand même ce soir. Hein. Vous allez élire la start-up qui vous aura le plus convaincu. Ouais, très important. Donc, c'est parti, on y va. Vous connaissez les consignes, ils ont 5 minutes. Si vous voulez tweeter, allez-y, il y a un hashtag PitchVibe. Et si vous voulez vous connecter, il y a un Wi-Fi, c'est The Family. Et le mot de passe, c'est l'ami face ici. OK ? Bon, alors le premier à passer, c'est Leka. Les gars, on vous applaudit bien fort. Et vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je m'appelle Ladislas, je suis CEO et cofondateur de Leka. Et chez Leka, notre mission, c'est d'aider les enfants exceptionnels à vivre des vies exceptionnelles. Alors vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est que les enfants exceptionnels, et donc je vais vous répondre. C'est des enfants dont les capacités motrices et intellectuelles diffèrent de la norme, soit en plus, soit en moins, et qui nécessitent une adaptation des processus éducatifs, des supports de jeu, d'apprentissage, d'éveil. Et nous, dans cette grande population-là, on s'est intéressé plus particulièrement aux enfants autistes. Et il faut que vous sachiez que l'autisme, aujourd'hui, c'est un enfant sur 100 qui naît atteint de ces troubles. Ça fait un peu plus de 2,1 millions d'enfants entre l'Europe et les États-Unis. Alors l'autisme, c'est un trouble qui est très large. C'est des troubles du comportement, de la communication et des interactions sociales, avec un spectre qui est très hétérogène. C'est toute la difficulté de ce handicap, c'est que tous les enfants sont différents et donc il faut adapter les prises en charge à chacun de ces enfants-là. De l'autre côté, les parents et les éducateurs, ils ont vachement de mal à prendre en charge les enfants. Ils cherchent à communiquer avec eux, à interagir. Et comme c'est des enfants qui ont des difficultés de communication, c'est pas facile d'avoir tout ça. Donc ils recherchent des outils qui leur permettent de communiquer, de suivre les progrès, qui soient support de jeu, d'apprentissage et d'éveil, et qui puissent s'adapter au profil de chaque enfant. Et donc c'est comme ça qu'on a développé Moti, ce petit robot sphérique extrêmement mignon que vous voyez là, que vous pourrez venir toucher à la fin de la présentation si vous voulez, qui est capable de se déplacer, de changer de couleur. Donc ça émet des stimulations sensorielles qui sont relaxantes pour les enfants. Il fait du bruit, il peut faire de la musique, il peut parler à l'enfant, et donc l'interaction est vachement intéressante. Il y a plein d'études qui ont montré que quand on met un enfant, un éducateur et un robot, l'enfant interagit plus avec l'éducateur en présence du robot que si le robot n'est pas là, ce qui montre que le robot est pont d'interaction et de communication entre les enfants et le monde qui les entoure. On l'a déjà nous testé avec 70 enfants dans une dizaine de centres et associations en Ile-de-France, avec des résultats qui étaient super intéressants. Et donc, ce qu'on peut en faire, c'est du jeu autonome, permettre aux enfants de retrouver de l'autonomie, de jouer tout seul avec le robot, ce qui permet de travailler la motricité fine, la motricité globale, et tout ce qui est stimulation sensorielle. Donc, stimulation sensorielle plus précisément pour les enfants qui ont des gros troubles là-dedans, ce qui est une des caractéristiques principales de l'autisme. On peut s'en servir comme support d'apprentissage pour les éducateurs et comme outil d'interaction sociale entre les éducateurs et les enfants, mais aussi le reste de la famille. Donc, ça permet aussi de reconstituer tout ce qui est harmonie familiale. Le but à terme, c'est de développer des applications. Donc, il faut l'imaginer comme un iPad rond qui se déplace avec un genre de iTunes, d'App Store, sur lequel les parents pourront charger des applications sur le robot pour enrichir ses comportements. Donc, on pourra avoir des applications qui font veilleuse la nuit, réveil le matin, emploi du temps. Donc, on s'est réveillé, on va aller se laver les dents, ça fait 3 minutes, et puis après, on va mettre son pantalon, son sweatshirt, etc., etc. Et puis après, on peut avoir des applications genre, on apprend les maths, le robot dit 2 plus 2 égale, l'enfant répond 4, et le robot le félicite parce qu'il a bien réussi comme ça. Donc, on peut imaginer plein d'applications, et la seule limitation, c'est l'imagination des développeurs. Et nous, on est capable de récupérer toutes les données d'interaction de l'enfant avec le robot, et donc d'avoir un outil de suivi, une plateforme de monitoring qui permet aux éducateurs et aux parents de voir l'évolution de l'enfant dans le temps et les progrès qu'il a pu réaliser. En termes de marché, en France, c'est 180 000 enfants entre 3 et 20 ans, en Europe 1 million, aux États-Unis 1 million aussi, avec un nombre d'institutions qui est beaucoup plus important aux États-Unis parce que les États-Unis sont beaucoup plus avancés sur ce domaine-là. Nous, on ne s'intéresse pas juste à l'autisme, on veut aller voir plus loin. On a déjà testé avec des enfants trisomiques, par exemple, donc on s'intéresse vraiment aux enfants exceptionnels au sens large. Et là, c'est une population qui fait plus de 25 millions d'enfants entre l'Europe et les États-Unis. Donc je vous disais, on l'a testé avec 70 enfants et on vient de signer nos premières précommandes. On en a 30 déjà qui ont été précommandées par des centres dans lesquels on a fait les tests. Au niveau de l'équipe, on est 2 associés cofondateurs, Marine qui s'est occupée de toute la partie autisme, recherche et développement, et moi qui me suis occupé de la partie technique et qui m'occupe toujours de la partie technique. On a un comité stratégique et scientifique, Jacqueline Nadel qui est à la Pitié-Salpêtrière, Stéphane Ramon et Thierry Chavigné qui sont des entrepreneurs, et on a une équipe hyper forte et hyper cool, avec une business développeur aux États-Unis, comme c'est notre marché principal, c'était important d'avoir quelqu'un là-bas.
Aujourd'hui, on cherche 450 000 € pour finir réellement ce produit, pour faire beaucoup plus de tests avec les enfants, parce que ce qui est important, c'est vraiment de mesurer l'impact que le robot a sur les enfants, pour embaucher plus de monde, et puis pour lancer la commercialisation qui passera par une campagne de crowdfunding qu'on voudrait lancer en début novembre 2015. Et si vous avez des amis ou des gens que vous connaissez qui travaillent aux États-Unis, nous on recherche des connexions là-bas. On en a déjà quelques-unes en Californie, mais on aimerait bien avoir d'autres États. Donc n'hésitez pas à venir nous voir à la fin si vous connaissez des autism therapists, des associations, peu importe. On a envie de récupérer du monde. L'ECA, c'est du suédois, ça veut dire jouer et se soigner, et c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec notre petit robot. Je vous remercie pour votre attention. Non, enfin franchement c'était top, pas trop de défauts, juste sur la forme, tu parles trop vite. Mais Ouais. bon, on va dire que c'est peut-être le stress. Donc ça, c'était un peu chaud. Mais sinon, tu as un peu tout couvert. Seul feedback que je ferais, peut-être passer plus de temps sur expliquer ce que sont des enfants exceptionnels, comme tu dis, parce que comme c'est exceptionnel, tout le monde connaît pas bien ça. Donc peut-être donner plus d'exemples, donner plus de détails pour mieux comprendre, parce que c'est pas connu de tout le monde, quoi. Mais sinon, globalement, je trouve ça un bon pitch. Merci beaucoup. J'investirais, ouais. Ouais, franchement, ouais, c'est une bonne cause. Et en plus, tu as des canaux de distribution assez clairs avec les institutions. Donc, tout ça, et tu as des gens, t'as des gens qui ont apparemment besoin de ça, puisque ça fait faire des progrès. Donc, il n'y a pas trop de points négatifs. À part, si on veut être cynique, peut-être estimer la taille du marché. Mais bon, si c'est pour 450 000 €, c'est pas la peine d'avoir un marché de 450 milliards, quoi. J'ai une question, tu te définis comme une start-up ou comme une non-profit organization? Startup. Tu es une start-up, donc il y a un business model derrière, quoi. Ouais, nous on se définit comme une startup, on a un business model derrière, on doit gagner de l'argent et si on veut que notre produit marche de mieux en mieux, on est obligé on a de la R&D à faire. On n'est pas du medical device. Peut-être qu'un jour, dans 5-10 ans, on pourrait le devenir parce qu'on aura des feedbacks importants de tous les gens qui l'utilisent. Mais on veut vraiment un impact. Et c'est important, je pense, d'être une start-up. C'est très bien compris aux États-Unis, ça ne leur pose pas de soucis. C'est vrai qu'en France, on a plus de difficultés là-dessus. L'idée de faire de l'argent avec une cause qui est les enfants handicapés, les gens ont un peu plus de mal. Non, mais c'est juste pour savoir où tu te situes. Ok, d'accord. Non, nous, start-up à 100%. Alors, ouais, donc pour ce qui est de la forme, c'est clair que c'était un petit peu trop speed. En fait, c'est limite écrasant quand on t'écoute. Et donc, on a du mal à voir les choses importantes ressortir. Et je me demande en fait si elles étaient là, effectivement. Moi, ce qui m'a manqué, c'est le lien entre toi, personnel, et ce problème. Okay. D'accord ? Pourquoi tu t'attaques à ce problème ? Qu'est-ce qui fait dans ton parcours à un moment que tu as dit ce problème, je ne lâcherai jamais l'affaire et je vais y aller jusqu'au bout? Et c'est masqué dans c'est même perdu sous un amas d'informations parfois qui sont un peu comme du bruit qui ne servent à rien quand on voudrait juste aller à l'essentiel. Donc, ces enfants exceptionnels, de quoi ils ont besoin? Moi, j'aimerais bien... C'est vrai que, pour le coup, là, je suis absolument inculte. De quoi ils ont besoin? Aujourd'hui, quelle est la réponse qui leur est donnée? Évidemment insuffisante. Et qu'est-ce que ça fait exactement? Donc, tu l'as testé, j'ai bien entendu, sur 70 enfants, mais je n'ai pas compris. J'ai imaginé, effectivement, l'image était bonne par rapport à l'iPad où tu vas pouvoir créer toutes les API que tu veux. Mais j'aimerais bien comprendre, au départ, qu'est-ce que tu arrives à faire, des choses très élémentaires qui ont un impact direct sur la santé et le développement de ces enfants-là. Ça m'a manqué, en fait. Okay. Ouais, c'est vrai. Tout à fait, je suis d'accord. Ok. Sinon, à part ça, qui a trouvé que c'était un bon pitch dans la salle? Si. Ouais. Qui a senti que que le mec était à fond, à 100% avec sa boîte? Voilà. Non, mais c'est ça, mais à 500 000%. Donc on sent ça. Je pense que tout le monde a envie d'y aller, a envie de te soutenir. Le mec te dit, moi, je serais prêt à investir. On en reparle. Perso, ouais. Balderton investit. Donc en fait, tu as toutes les cartes de ton côté. Et c'est dommage que tu nous emmènes pas encore plus en fait dans ton histoire, dans pourquoi tu fais ça, dans faire de la pédagogie aussi pour nous, pour qu'on comprenne. Okay. Voilà, ce qui m'a manqué. Non, super, merci pour ce très bon feedback. Ouais, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit. J'adore la cause, j'aime beaucoup le projet. Et justement, je voulais voir un peu à quoi allait ressembler ton pitch pour voir si l'importance et la profondeur de ta cause allaient être retranscrits dans le pitch. Et en fait,
quand là c'était trop rapide, c'était pas trop rapide, c'est le pitch le plus rapide que j'ai jamais vu dans 50 pitchs de Pigeon qui ma vibe. Le gars nous a envoyé un débit de flow, même Eminem, il est parti se cacher là-bas au fond de la salle. Il avait honte, tu nous as explosé. Et je comprends la passion qui se ressent quand tu le fais parce que tu pitches très vite et que tu veux tout donner, le max d'infos, tu veux pas en oublier parce que c'est ton bébé, c'est ton projet. Mais franchement, la rapidité là-dedans, c'est pas forcément le mieux pour un pitch. Il faut que tu le vois. Et je parlais de musique. Et qui connaît Eric Clapton dans la salle? Ouais, des petites mains là. Il a marqué 2 buts contre la Suède. Eric Clapton, c'est un des plus grands guitaristes de tous les temps. Son surnom, c'est Slow Hand, main lente. Le gars, c'est le meilleur guitariste, pourtant il est surnommé main lente. Il met un rythme, il met tout ce qu'il veut pour pouvoir essayer de faire passer le mieux possible ce qu'il a à faire passer, ses morceaux, sa musique, ses solos. Et en fait, toi, on a l'impression que dans ton pitch, c'est un solo continu. Tu vois, c'est genre, il n'y a pas un moment ça monte et après ça part en solo, c'est un solo dès le début. Bonjour, 3, 4. Alors, du coup, nous, on prend un peu ça dans la gueule et ça dessert ton propos parce qu'on est toujours en train de comprendre la phrase que tu as dit avant au lieu d'être dans le moment et essayer de voir où tu nous emmènes. Et c'est ça qui manque un peu, c'est que tu n'étais pas en train de nous raconter une histoire, tu étais en train de tout nous donner. Comme si d'un coup, on venait manger chez toi et tu nous faisais entrée, plat, dessert tout de suite, boum. Non, entrée, ok, plat, ok, dessert, ok. Tu mélanges pas tout parce qu'au final, même si c'est très bon, quand c'est mélangé un peu trop, ça donne un peu de, enfin, c'est un peu bizarre. Et surtout, c'est un pitch, évidemment, c'est sur l'autisme. C'est un sujet qui a tellement d'empathie que même si c'est pas primordial pour la façon dont tu vas entreprendre, la façon de pitcher doit ressentir cette empathie-là, et pour qu'on puisse essayer de créer un lien avec ton projet, et puis qu'on puisse comprendre aussi quel est le lien entre toi et le projet, parce qu'au final, quand tu fais du crowdfunding, c'est exactement ça qu'on a envie de sentir. Et que ton pitch, si tu fais le même pitch en vidéo et que tu le mets sur Kickstarter, il va un peu moins bien marcher que si tu racontes une belle histoire avec beaucoup plus calme, beaucoup plus. En plus, c'est sur quelque chose d'assez maternel au final, un objet pendant l'enfance. Et le dernier point, c'est que je ne sais pas pourquoi tu as ramené ça en fait. Tu vois, moi je me dis, ah cool, il a ramené son objet, on va pouvoir voir. Il n'y a rien de mieux que de raconter une histoire en mettant en jeu, voilà, en mettant en scène cet objet-là pour se dire, ok, ça à quoi ça sert? Et c'est ça l'empathie, c'est que quand je vois dans ma tête toi en train de jouer, je comprends comment l'enfant il va pouvoir jouer et je rentre dans le truc, quoi. Voilà, donc, mais autrement, encore une fois, genre, je le dis avec beaucoup de bienveillance parce que j'adore le projet et je me fais pas de soucis à part sur des détails de forme. Je me mets pas de soucis sur le fond et sur la qualité de ton exécution pour cette aventure-là. Merci. Mais alors justement, raconte-nous, c'est quoi le lien entre toi et ce problème? Alors moi, j'ai, par mon expérience familiale, enfin mon histoire familiale et personnelle, j'ai de la famille handicapée, pas autiste mais handicapée, donc je connais un peu bien. J'ai fait pas mal de bénévolat dans des associations qui aidaient à l'insertion des enfants trisomiques en milieu scolaire et puis après, une fois qu'ils avaient 18 ans, dans la vie professionnelle. Mais sans jamais me dire que j'allais avoir une carrière dans ce domaine-là. Enfin, c'était un truc qui m'avait plu, mais c'était pas... Et pendant mes études, j'ai eu un cours de design avec un professeur qui avait un enfant autiste, qui nous a expliqué ce que c'était que l'autisme, qu'on a découvert à ce moment-là. Et avec mon associé, c'est un peu... qui a elle aussi une histoire en rapport avec le handicap par sa famille. Les points sont un peu connectés et on s'est dit on va imaginer un robot sphérique, parce qu'il nous parlait d'enfants qui vivent dans une bulle, un robot sphérique qui les aide à interagir et à communiquer. Le prof a trouvé ça intéressant et on a repris l'idée dans un cours d'innovation et de création d'entreprise. On a été à la rencontre des parents, des éducateurs. On s'est rendu compte qu'en France, on avait 30 ans de retard dans la prise en charge, ce qui nous a un peu assommés. Et en fait, il y avait tellement de joie dans les yeux des gens, un peu idiot ce que je dis, mais qu'on s'occupe de leurs problèmes et qu'on leur propose une solution qui soit technologique, qui soit sympa, qui les sorte du côté handicap où le design n'existe pas, où c'est ultra déprimant, où il faut aller dans des distributeurs spécialisés où tout est moche. Là, on arrivait avec un peu de fraîcheur sur un truc qui était plus sympa et leur promettait pas mal de trucs, mais avec en même temps une base de recherche, la recherche sur la robotique et l'autisme, ça existe depuis 20 ans, avec des résultats qui sont absolument excellents, mais qui restent toujours en laboratoire parce que les robots sont très chers, qu'ils sont fabriqués à une unité, que c'est des NAO, mais ça coûte 12 000 €, donc c'est pas accessible pour les gens. Et nous, notre volonté, c'est vraiment d'avoir un truc qui soit accessible financièrement pour les parents, pour les éducateurs, et qui puisse les accompagner dans leur vie de tous les jours, en fait. C'est important de le dire, tout ça. Et les 70 enfants qui ont testé, Ouais. c'est quoi les résultats que tu as pu constater sur eux? Alors, l'autisme, comme c'est un trouble qui est très variable, ça dépend du niveau auquel on a pris. Mais par exemple, un des trucs qu'on a validé, c'est l'aspect un peu réduction de l'anxiété et pour calmer les enfants. Quand les enfants font une crise, généralement, on les met dans des salles qui s'appellent des salles Snowzone, qui sont des salles sensorielles. Et en fait, là, on utilisait le robot qui tourne, qui vibre, qui change de couleur pour apaiser les enfants. Donc ça, on a vu que c'était un des outils. En gros, on mettait d'autres jouets sensoriels et on laissait l'enfant choisir celui qu'il préférait. Et le robot qui se déplace un peu, qui change de couleur, qui a l'air vivant et sympa, il attire beaucoup plus les enfants qui s'allongent après dans les coussins avec
avec le robot. Et on a fait aussi jouer, on a appris à jouer à cache-cache, enfin, va cacher le robot, je vais cacher le robot et tu vas le chercher, avec une petite fille trisomique et un petit garçon autiste. C'est la petite fille trisomique qui a appris au petit garçon autiste à jouer, parce que lui, il avait beaucoup de mal sur tout ce qui est temporalité, tour à tour, les interactions sociales. Enfin, lui, il allait chercher quand il cachait, etc. Donc, il mélangeait. C'est elle qui lui a appris. Et au bout de 3 semaines, il jouait de manière complètement autonome. Donc, on leur donnait le robot, il pouvait jouer sans qu'on intervienne au truc pendant 1 heure. Et après, on a enlevé la petite fille, on a rapporté un autre petit garçon, et c'est le petit garçon autiste qui s'est mis à apprendre au nouveau petit garçon qui lui était trisomique comment on jouait. Donc, on a eu imitation, apprentissage, jeu autonome et transmission de l'apprentissage. Ça, en l'espace de 1 mois et demi, avec deux petits enfants. Ils avaient 4 et 5 ans. Bah pareil, ça aussi, il faut le dire. Tu vois. Okay. Bah bravo, super pitch. Merci. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Grégoire, je suis le CEO d'Asphalt Lab et je viens vous présenter Aiku. C'est l'accessoire pour les smart cyclistes en ville. En fait, la ville du futur, on nous avait promis des Segway, des scooters pod un peu bizarres et la voiture volante qui était chère à Oussama. Et on se rend compte finalement que on va avoir des voitures électriques autonomes, du ride sharing, c'est ce qui est en train d'arriver, peut-être les deux qui se rassemblent, et le vélo. Finalement, ce bon vieux vélo, toutes les villes, les plus grandes villes sont en train d'investir massivement dans les infrastructures cyclistes et l'usage du vélo augmente en ville. On sait aussi qu'on a tous notre smartphone, mais plus que ça, on prend l'habitude de générer de la data et surtout d'accéder facilement et à tout moment avec cette data. Donc finalement, nous, la question qu'on s'est posée et à laquelle on répond, c'est notre cycliste du futur, dans cette ville du futur, comment il fait pour interagir et pour accéder à l'information. Il peut avoir un compteur de vélo, mais c'est fait pour les sportifs, et puis l'interface est très mauvaise. Il peut mettre son smartphone sur son guidon, mais finalement, c'est un peu comme mettre sa télé dans sa voiture, et puis c'est quand même cher, un smartphone, et puis l'interface est très mauvaise aussi. Il peut acheter un smart bike. Alors ça, c'était un smart bike Samsung. C'était, je pense, un super truc de PR. Ils en ont parlé partout, mais le premier que vous voyez, vous me prévenez. C'est-à-dire que c'était un super investissement pour eux. Puis, donc c'est cher. Et puis moi, j'adore mon vélo. Je n'ai pas forcément envie de changer pour un smart bike. Donc le cycliste du futur, finalement, il va avoir un choix à faire entre porter des wearables, donc avoir l'air un peu idiot avec des lunettes, ou porter une smartwatch qui a été designée finalement pour des conducteurs de 4x4, ou faire le choix du vélo et de la bonne expérience à vélo. Ce choix-là, c'est Aiku. Aiku, c'est un petit écran que vous mettez sur votre guidon, qui se clipse avec un aimant, qui s'allume et qui se connecte automatiquement avec votre smartphone. Et nous, notre ambition, c'est d'apporter de l'information sur votre guidon. Hop, je le sors pour faire une petite démo, je ne sais pas si vous allez très bien voir. Et que vous puissiez garder votre smartphone dans la poche. Qu'est-ce qu'on a? On en récupère les informations Google Maps. C'est aussi un compteur de vélo, et en fait pour interagir, puisqu'on est dans une situation entre guillemets à risque à vélo, on a mis un petit capteur infrarouge qui permet d'accéder à l'information. C'est un peu notre geste design numéro 1. De la même façon, je vais avoir des notifications de mes communications, je suis en ville, j'ai des amis qui cherchent à me joindre, mais pour une raison de sécurité, c'est moi qui tire l'information plutôt qu'elle s'impose à moi, versus les smartwatches qui sont invasives, là encore, juste en wavant comme ça devant mon device. Une fois que je suis arrivé, je le déclipse et je récupère l'ensemble de mes datas et l'ensemble de mes déplacements. Tout ça en Bluetooth et pour 79 €. On est en fait à la croisée, nous, de marchés qui sont en croissance. Tous les accessoires pour les cyclistes urbains, même Levi's sortent des marques, donc il y a énormément. Les gens s'équipent finalement. Pour faire du vélo en ville, il faut s'équiper. On est bien sûr, même si nous on n'est pas un wearable, on laisse les wearables pour les gens dans leur voiture, mais voilà, on est au croisement quand même de ce marché des wearable devices, et puis aussi tous ces accessoires Bluetooth qu'on achète pour streamer de la musique, et avec lesquels on interagit de plus en plus, et notre smartphone interagit de plus en plus. Et puis bien sûr, il y a ce marché du smart bike qui arrive. Nous, notre constat, donc déjà, il y a beaucoup de beaux projets qui sont passés par Kickstarter. Il n'y a pas encore eu de killer product qui a vraiment convaincu l'ensemble des cyclistes. Nous, on pense qu'on a vraiment un product mix qui est unique, et puis forcément, on pense qu'on a le meilleur. Et pour l'instant, on est vraiment focus sur trouver et valider notre product market fit et le shipping. Parce que dans le hardware, finalement, ce qui est très important, à un moment, c'est que des gens aient, via des canaux industriels, aient votre produit.
Pour ça, j'ai rassemblé une équipe de personnes. Alors, on est presque tous trentenaires, mais ça nous permet d'avoir la petite expérience nécessaire pour réaliser ce projet. Fred a envoyé plusieurs produits plastiques en fabrication en Chine. Raphaël, qui est ici, il a fait coup d'état growth hacking, il sait comment créer et manager une communauté. Et moi, je sais manager un produit dans tous ces aspects. D'un point de vue technique, on a Franck qui nous a aidé au départ à concevoir le produit, Mathieu qui le réalise à Chambéry, et des devs sur iOS et Android. Dans l'équipe, on est tous aussi cyclistes. On en est, après un an d'itération, on en est un peu, c'est notre, voilà, on a itéré, on en est à notre moment où on fait le show un peu Web Today, demain, futur en scène. En juillet, on est sur Kickstarter pour l'envoyer aux backers avec objectif fin d'année, parce qu'on a des contacts avec des industriels. Et donc voilà, il y a quelqu'un qui nous demandait quand est-ce qu'on sort. On sera en juillet sur Kickstarter, donc rendez-vous sur haiku.bike. Laissez-nous votre email, on vous préviendra et on a vraiment besoin pour faire de ce projet une réalité. Merci beaucoup. Écoute, bravo déjà pour ce pitch parce que il était vraiment bon. Moi j'ai adoré le début de l'histoire là. Tu vois, tu l'as raconté vraiment une histoire avec les pensées du futur et on se sentait dedans directement. Du coup moi j'ai vraiment écouté et du coup en fait ton produit en fait est tellement simple à expliquer que c'est vrai que tu aurais pu tout de suite dire c'est une Pebble pour vélo ou que c'est une Apple Watch pour vélo, mais au final tu as réussi à le recontextualiser malgré le côté très simple de ton produit. Et c'est ça en fait le talent d'un storyteller, c'est de prendre des choses qui sont parfois très simples et sans les complexifier, juste les mettre en mouvement. Et je pense que ce pitch a été réussi sur ce point là de mise en mouvement. Et puis moi, je suis un peu biaisé. Non, moi j'ai eu ce problème-là d'être sur un vélo et d'aller au vélo tous les jours ou alors d'aller en vélo quelque part où je connaissais pas la destination et d'avoir avec l'écouteur et l'iPhone tourne à droite et forcément à chaque fois tourne à droite il y a un camion citerne, il te prévient pas et tu sais pas exactement quand il faut tourner. Donc ça, je vois très bien le point et j'ai aussi failli mourir à force de regarder les textos et de les renvoyer en même temps. Donc je vois très bien le problème et j'ai envie de tester je vais vraisemblablement le précommander sur Kickstarter. Moi aussi je vais être un investisseur d'un gars qui a pitché ce soir. Voilà. On a plus que 999 avant. Alors bon ça va alors early stage. Moi en revanche après, et c'est plus d'un point de vue très personnel donc j'en sais rien, mais je vois aussi une tendance de one device, que un device, un usage, c'est difficile. Et que de ce device-là, d'en faire juste un assistant pour le bike, c'est très compliqué dans le sens où, au final, demain, j'ai l'impression qu'il va y avoir sur Kickstarter juste un socle pour Apple Watch, et tu vas foutre ton Apple Watch et tu auras en fait le bike assistant avec une app et plusieurs apps qui vont te diriger. Et donc, même si j'aime beaucoup ce concept-là, j'ai un peu de mal à voir ce device-là uniquement pour cet usage-là devenir bon, ou plutôt qu'en fait que toi tu sortes un socle pour Apple Watch avec 2 ou 3 apps Apple Watch ultra bien foutues et derrière ça marche presque encore mieux. Voilà, donc c'est mon seul bémol, le seul bémol d'un pitch et d'un produit que j'ai aimé et que je vais aimer peut-être. Voilà. Juste là-dessus, on a un dock aimant qui fait que ça se clip instantanément, ça s'allume, alors que d'attacher sa watch, il y a eu en fait des attaches Pebble et je pense que c'est bien, ça cohabitera, mais qu'en fait là on est dans la simplicité, dans l'objet dédié. C'est vrai qu'il y a un débat entre les objets qui font plein de choses et l'objet qui est centré sur un usage. Ça c'est un parti pris de départ, on n'est pas voyant donc on ne peut pas savoir. Moi au contraire je l'imagine mieux comme ça, mais bon j'en sais rien quoi. Ouais. Qui ici fait du vélo? Ok. Alors attendez, gardez la main levée. Tous ceux qui font du vélo. Et maintenant, vous allez garder la main levée si, honnêtement, vous êtes prêt à aller l'acheter sur Kickstarter. On a eu 3 mains qui se sont levées, qui se sont baissées, à peu près. Oh, un peu plus. Un peu plus, un peu plus. C'est combien? Tu le vends combien? 80 € et sur Kickstarter, on est en train de regarder là, le shipping, TVA et tout. C'est un peu différent avec l'US, mais on sera sur 50, 60, 70 normalement. Qui a aimé Greg dans son personnage de pitch? Ouais. Non mais parce qu'il est plutôt, il est hyper sympathique. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, il inspire confiance, on voit le bon gars. En revanche, ce qui est dommage, c'est que je le connais, Greg, on était à l'école ensemble. On était même dans la liste BDE perdante. C'est là qu'on a commencé. Ensemble.
Fail fast. Fail. Et c'est en fait, c'est un fanatique de vélo. Et c'est dommage que tu commences pas par là. Moi, j'ai trouvé... Toi, tu as vachement aimé son pitch. Moi, je t'ai trouvé bien parce que je trouve que tu pitches bien. Mais c'est dommage dans la structure et dans l'histoire que tu racontes que tu commences par une analyse de marché. Tu commences pas par ton kiff personnel et par ta passion. Moi, je préfère toujours quand ça vient d'un truc très personnel. Ça, c'est ce qui m'a manqué, en fait. Ok. Et sinon, à part ça, bon, bah, en même temps, c'est le marché du hardware. C'est ultra chaud. Tu vois, on le sait, quoi, c'est pas facile. Il y a très peu de startups à The Family qui sont dans le hardware. Il y a très peu de big success story dans le hardware. Donc si on le fait pas avec passion, on le fait pas. Et donc c'est pour ça que commencer par la passion, ça a du sens. Moi, ce que je crois sur le hardware, après, je suis nouveau dans le hardware, donc je ne donne pas de leçons, mais je crois que en fait, c'est un peu comme les marques de fringues. En fait, maintenant, c'est possible d'avoir une marque qui pour beaucoup moins d'argent, en fait, arrive à tourner, vendre produire et être sur le marché. Là, avant, il fallait minimum 2 millions ou 3 millions d'euros. Maintenant, pour 250 000, 300 000 euros, on peut mettre un produit sur le marché, faire de la marge et vivre avant de découvrir. Franck, augmente-lui son micro, s'il te plaît. Merci, ouais, vas-y, ouais. Donc voilà, d'un peu fonctionner de la même façon qu'une marque un peu de fringues, des ateliers de fringues, et donc voilà, avoir un atelier hardware qui sort des produits ciblés et qui arrive. Dans le vélo, il y en a quelques-unes, des marques comme Knog, c'est pas des multinationales, mais c'est des boîtes qui tournent bien, et donc c'est aussi l'objectif. Nicolas, feedback. Qui est cycliste. Ouais, non, mais d'ailleurs, je voulais dire que Greg, il était très fort parce que il te connaissait et moi aussi, on se connaît en fait. Depuis tout à l'heure, je le voyais là, j'étais là, mais où est-ce que je t'ai vu? Et dès que t'as pitché, je me souviens, ouais. J'étais plus que bêta-testeur, j'étais genre un mec qui répondait au QCM du début quand il réfléchissait à qu'est-ce que tu allais mettre dans ton produit. Exactement. Et tu avais oublié tes documents dans mon bureau. Exactement, ouais. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent. Et donc, moi, je suis un cycliste hardcore. Ça fait, je suis vieux, donc ça fait 20 ans que je fais du vélo à Paris, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. J'achète un vélo tous les 6 mois, parce que je laisse Gare du Nord, parce que je vais à Londres, je raconte ma petite vie. Et donc, j'ai décidé d'arrêter d'acheter les vélos chers. J'achète des vélos à 100 € dans des petits plans que j'ai trouvés. Et puis voilà, si ça me tient 1 an, c'est bien. Si ça me tient 6 mois, c'est bien. Moins, c'est un peu chiant. Mais... Donc moi, je suis à fond pour ça. J'ai déjà tout testé dans tous les sens. Pendant tout le temps, je me suis posé la même question que l'Apple Watch. Mais en fait, moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a on a besoin de, quand on est cycliste urbain, il y a quelques objets dont on a besoin. Donc, je sais même plus qu'on appelle ça là, les clés Allen. Oui, clé Allen. Donc, tu pourrais mettre ensemble une clé Allen, un pantalon pour se protéger de la pluie, et puis tu vends le package, le truc qu'on a toujours dans son sac à dos, et une pompe quand on est cycliste. Tu mets tout ça dans l'objet qu'on met sur le guidon. On n'aurait pas l'air con, mais bon, c'est voilà les 3 trucs qui sont pratiques. Mais sinon, sur le pitch, ouais, non, je suis d'accord avec ce qu'a dit Alice. C'est plus faire passer ta passion. Mais, enfin bon, je te la connaissais d'avant, mais parce qu'en fait, c'est ça qu'on recherche. Parce que en fait, être entrepreneur, c'est dur. Tu te prends plein de claques, etc. Et donc il y a que les gens qui sont à fond dedans, hyper passionnés, qui arrivent. C'est pour ça d'ailleurs que je suis pas entrepreneur, parce que je suis pas passionné moi. Et je passe trop vite d'un sujet à l'autre. Donc ouais, plus faire passer la passion. Sur le marché, ouais, c'est un peu genre flou, genre ouais, je suis au croisement de trucs qui ont l'air de bien prendre et tout. Ouais, enfin, on s'en fout. Passer vite, c'est vrai que j'ai. Ouais, on s'en fout que tu sois au croisement de plusieurs trucs qui sont en train de prendre, quoi. Tu dis juste, voilà, l'argument de dire que toutes les villes sont en train de venir, qu'il y a X milliers de cyclistes. Et que toi tu dis voilà, il y a les mecs qui veulent faire des capteurs, savoir qu'ils font combien ils font de watts et tout. Moi ça je m'en fous, je veux juste être pratique dans le quotidien pour se déplacer. Et ça représente des millions de personnes et puis voilà. Roadmap. Okay. Plus perso, en fait c'est vrai que ce pitch était un peu plus concentré. Bah ouais, t'as passé plus de temps sur les slides, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le marché du hardware, que sur l'usage. À un moment, tu as sorti le truc de ta poche, tu l'as montré, mais on ne sait pas exactement. Tu n'as pas fait un truc step by step de à quoi ça sert, en fait. Quels sont les bénéfices pour nous? Ok, la démo, en fait. Ouais, c'est ça, il nous faut une démo. Venez à Futur en Scène, et on sera à Futur en Scène, donc venez nous voir. Et sinon, là, tu as envie de quoi? Tu as envie de passer une annonce pour que les gens ici relaient à fond sur Kickstarter? Relayez, inscrivez-vous, partagez. Ce soir, vous avez un gage. 3 amis cyclistes, vous devez leur parler du projet.
Et donc voilà, si vous avez des gens sur les devs, parce que nous, nos devs, ils font plusieurs jobs en même temps, donc on cherche des gens qui ont envie de travailler autour du projet, sur l'appli, sur le software. Et voilà, partagez le projet, les cyclistes, inscrivez-vous et on vous tiendra au courant. Et on espère vraiment faire un bon carton sur Kickstarter pour que ça devienne une réalité. Bravo Greg, merci. Excuse my party. Salut à tous. Donc, je suis Bruno, cofondateur et CEO de Excuse My Party, le Airbnb de la teuf, la plateforme pour participer à des soirées chez des particuliers ou créer son événement chez soi et ouvrir cet événement. Donc à la base du projet, il y avait 3 potes d'école de commerce. Donc John Tosu qui est à Londres en ce moment pour développer le projet. Philippe Vitry qui est dans le public et moi-même. Donc 3 potes en coloc qui avons l'habitude de faire des soirées en appart. Donc on en faisait assez souvent. Donc il y avait la Go to the Moon, la Love Me Baby, la Dare. Et en gros, ce qu'on aimait en fait dans les soirées en appart, c'était l'univers cosy de l'appart, la compte-soirée dans la cuisine, l'univers friendly, ce qu'il y avait toujours nos potes de potes qui ramenaient leurs potes. Donc on élargissait notre cercle d'amis. Et le juste prix, plutôt le prix réel, c'est-à-dire qu'on se fait des cocktails maison et on bouffait pour ce que ça nous coûtait au Monop. Et à l'inverse, quand on faisait pas de soirée de chez nous, eh ben on allait en boîte. Et là déjà, on devait faire un tri sélectif entre nos potes. Et si le videur nous disait pas de garder la pêche, on payait le prix de l'entrée 20 €, le vestiaire, la vodka pomme 20 balles, et il en faut d'autres, pour les mecs surtout. Et du coup, au final, on finissait une soirée à moins 70 €, enfin pas moins 70, 70 € de moins sur notre compte. Et donc on s'est dit que c'était pas normal sur le chemin de retour dans un horaire finalement. On s'est dit que c'était pas normal de pas pouvoir de pas pouvoir aller dans une soirée en appart comme on irait en boîte, de le planifier et de sortir en appart comme on sortirait en boîte. Et là on s'est dit créons-le, créons le Airbnb de la teuf, le Airbnb fois le Tinder de la teuf. Et du coup en fait, on avait une bonne idée, mais pas de développeur et pas de graphiste. Donc on a été à Reims, on a pris un autre train, on a été à Reims, et on a recruté un directeur du swag, donc Laurent et Romain, qui est notre CTO. Et à partir de là, là on était en septembre, à partir de septembre, quelques mois de code de Guillaume et de Pizza Hut. Et 6 mois plus tard, donc on est le 27 mars 2015, on a lancé Excuse My Party, après une campagne Kiss Kiss Bang Bang qui a réussi, donc 5 000 €. On a lancé Excuse My Party avec le Before du Grand Journal. Donc ça a été filmé, la soirée de lancement a été filmée par le Before du Grand Journal. Et donc concrètement, comment ça marche? Donc il y a l'ambianceur, c'est l'organisateur de soirée qui crée sa soirée, qui fixe un thème, il met un hashtag, une description de qu'est-ce qu'il y aura à bouffer, à boire, et il fixe un prix, qui est une contribution en fait, qui est demandée aux ambianceurs, aux participants. Donc les ambianceurs recherchent la soirée selon la localisation, selon le type de musique, selon ce qu'ils veulent. Et si l'ambianceur accepte leur participation, donc il peut valider ou refuser chaque profil, donc il faut que ça matche. Si ça match, il reçoit l'adresse exacte de la soirée. Il peut se rendre à l'ambiançage, qui est une soirée faite de nouvelles rencontres dans des lieux uniques. On a eu des soirées sur des péniches, on a eu des soirées dans des laveries, dans des apparts, des pool parties, enfin on a eu plein de trucs. Et je vous propose de regarder tout ça en vidéo en fait, la soirée de lancement qu'on avait faite, enfin de pré-lancement, c'était la bêta en fait, avec quelques singes invités pour le
comme je le disais, on a lancé le site en bêta avec le Before du Grand Journal le 27 mars et on a fait une soirée officielle de lancement le 12 mai. Et depuis aujourd'hui, on a eu 25 000 visiteurs uniques, 6 000 inscriptions à la newsletter, 2 000 membres et on a eu déjà plein de retombées un peu partout. Voilà, merci. Qui a kiffé le pitch? Quand même, hein. La vidéo était cool. Bon, moi je vais te dire franchement ce que j'ai ressenti pendant le pitch. Non. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, je trouve que tu t'attaques à un vrai problème, ça c'est sûr. Le fait que Paris n'est pas une ville faite pour les jeunes, le fait que tu te fasses recaler systématiquement de boîtes et le fait qu'on nous bouge tous à Bruxelles, à Berlin ou dans les autres villes adjacentes pour pouvoir faire la teuf. D'accord ? Donc ça, c'est sûr, c'est un constat. Paris est une ville musée. Paris est une ville assaillie par des gens qui kiffent le silence. À chaque fois qu'on fait des teufs ici, à The Family, on a des flics qui débarquent à 11h du soir et qui me disent « Mademoiselle, sachez que Paris est la ville la moins tolérante en termes de décibels. » Donc on vit dans une ville complètement prise d'assaut par le roi du silence. Donc ça, c'est juste l'enfer. Et vous allez voir, vous baladez dans le Marais, dans le 18, il y a des banderoles au-dessus des bars avec marqué non à l'ouverture de tel bar. Enfin voilà, c'est l'horreur, l'ambiance. Donc franchement, on n'en peut plus, on étouffe, la jeunesse ne peut pas faire la fête. Faire la fête, c'est important, c'est fondamental, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux, c'est même marqué sur nos murs, Partying is a serious matter. Maintenant, il y a un truc qui me dérange dans ton pitch, si tu veux, mais c'est personnel, c'est pas ressenti, vu au nombre de gens qui ont levé la main. C'est que pour moi, tu as un peu fait les choses à l'envers. Il y a avec des potes, on s'est rendu compte que, donc c'est sûr, il y a un constat, il y a un problème. Et puis on s'est enfermé avec des codeurs, on a fait le truc, mais on a été faire le grand lancement avec le grand journal, et pouf, les chiffres que tu sors, moi ils me parlent pas, parce que j'ai envie de savoir à la mano, sans que tu sois parti coder, parce que c'est là, si tu veux, j'ai l'impression que tu t'es accaparé tous les trucs et astuces de la start-up, à appartenir à cette communauté start-upper où ça code, dans un monde où pour l'instant, au démarrage, on n'a juste pas envie que tu codes, on a envie que tu fasses 1 milliard de teufs. On a fait une étude de marché aussi, on a fait la teuf avant. Mais justement, mais c'est ça, moi j'en veux pas de ton étude de marché. Moi je veux que tu me racontes dans le 18, dans le 20e, dans le 13e, j'ai fait tant de teufs pendant tant de temps, il y a tant de gens qui se sont ramenés, voilà ce qui se passe, voilà ce qui marche et ce qui marche pas. C'est du à la mano, c'est du groupe Facebook, t'as rien besoin de coder. Là pour l'instant, je vois beaucoup de hype et finalement tu reprends les codes qui nous ont saoulés dans les boîtes de Paris. Tu vois, c'est-à-dire cette hype, parce qu'à part 3 boîtes à Paris, tu te fais recal systématiquement. Et là, moi, je retrouve ces codes un peu élitistes dans ta soirée, il n'y a que des blancs, à part un mec qui porte un masque, enfin, on ne sait pas quelle couleur il est, mais non, mais c'est vrai. Il n'y a que des blancs. Ça fait super élitiste. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et, ouais, la taille de la... On est dans le 16. Enfin, tu vois, et donc, du coup, le pitch de départ, il est cool. L'idée, elle est cool. La façon dont tu le fais, c'est pas cool. Fais-le step by step. Maximise le nombre de teufs. Apprends des ambianceurs. Même, on sent que tu as une bonne intuition sur tout ce qui est storytelling, quand tu mets tes petits mots et tout. Donc on sent que tu as le truc, mais tu l'as fait à l'ancienne, pour moi. Tu vois, le grand ramdam avec... pour moi, le grand journal, c'est symptomatique de ça, tu vois. Et donc, c'est le faire à l'envers. Et je pense que les gens, ils veulent pas un truc de hype en plus, là. Là, si tu fais le Airbnb de la teuf, ils veulent un truc qui marche, que tout le monde se refile, genre en mode bon plan, pas le truc qui passe à la télé sur le média des anciens. Voilà, moi c'est ce que je pense. Voilà, bah écoutez, on va y aller. Non mais moi je pense la même chose, donc je vais y aller aussi. Mais c'est un peu ça. C'est vrai que moi je vais pas rajouter grand chose, à part que encore une fois, et on le dit souvent, ça c'est un secteur qui est extrêmement difficile. C'est à la fois le offline. Et donc en mode collaboratif, et à la fois un peu le dating quand même. Hein.
J'imagine beaucoup de galériens, excusez-moi tous les célibataires, j'en fais partie, j'ai pas de problème. On voit pas mal de gens aller se dire ok, ce soir c'est quoi les bails, je vais essayer d'y aller seul ou avec un pote, un autre comme moi, et essayer de rentrer dans une soirée. Donc c'est vrai que c'est des business qui sont difficiles, et c'est pas pour ça qu'il faut pas s'y attaquer, mais c'est juste qu'il faut s'y attaquer avec un mindset de je vais découvrir quelque chose et je fais tout pour essayer de découvrir quelque chose. Mais pas j'ai déjà découvert quelque chose et je fais tout comme si j'avais déjà découvert quelque chose. Soirée de lancement, presse et compagnie. Donc même si c'est pas grave de les faire ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est surtout pas ce qu'il faut mettre en avant dans ce genre de démarche, jusqu'à un moment où on entend clic et on dit voilà, ce clic je l'ai entendu parce que ça et ça et ça. Et c'est vrai que moi tu l'as dit, et ça c'est un peu symptomatique, tu as dit 5000 fans de Facebook, 5000 machins. Moi je veux juste entendre à combien de soirées, combien de personnes, combien toutes ces métriques là, et encore une fois un groupe Facebook, j'avoue que ça fait vraiment le taf déjà avant de sortir ça. Mais après tu nous as bien eu parce que tu nous as mis du Booba un peu partout, et j'imagine que tu sais qu'on est un peu fan de Booba ici, mais c'est vrai qu'il y avait j'aime aussi. aucune idée, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de Renoir sur la soirée que dans les slides au final et dans les quotes, mais c'est pas grave, on te pardonne, et rien que pour ça je te dis bravo, parce que tu as su t'adapter et tu as su essayer de créer cette ambiance là dans le pitch avec nous. Alors j'espère que ta plateforme elle va créer l'ambiance avec ceux qui organisent les soirées et ceux qui y viennent. Voilà, donc moi j'ai rien à rajouter à part voilà, peut-être agir un peu différemment, mais honnêtement moi c'est un marché que j'adore, le offline, comment on passe du online au offline, c'est un truc qui me fascine, et je vais essayer, je m'en fous, je vais essayer, je vais regarder ce que tu as vers Saint-Mandé, je me dis peut-être qu'il y a d'autres choses que des vieux et des feuilles, voilà, ce sera un peu le le mot de la fin. Ouais, non, sur la façon de pitcher, j'étais d'accord avec les commentaires qu'on été dit avant, mais je vais plus parler du produit. En fait, moi, il y a un truc qui me chagrine ou que j'ai peut-être pas compris. Parce que j'ai longtemps été un pro de l'incruste et aussi un pro de faire des fêtes chez moi et qui était connu pour être open door. Et en fait, c'est plutôt un truc du temps réel, quoi. Enfin, c'est pas un truc que tu prévois à l'avance. C'est genre, t'es chacun de son côté, et tu envoies les textos à l'époque, avant qu'il y ait WhatsApp, en disant qui c'est qui a un bon plan ce soir. Et puis après, t'as les mecs qui répondent, il fait moi ici il y a des meufs mais il n'y a pas d'alcool. Après, tu te partages des trucs comme ça. Et tout ce côté-là, je l'ai pas vu, parce que j'ai l'impression que c'est genre on va préparer à l'avance où est-ce qu'on va sortir. Donc je rebondis un peu sur ce que dit Ali, ça fait plus ambiance comme si on sortait en boîte, quoi. Alors que je sais qu'en ce moment il y a des applis qui tournent où tu peux un peu genre sucer, mais en même temps moi je suis jamais trop pour ça, mais genre les hashtags, non pas pour sucer, mais les hashtags qui se passent à un endroit et tous les trucs Instagram, et tu peux voir tiens, je vais repérer genre est-ce qu'il y a des bonnes filles dans cette soirée, est-ce qu'il y a du bon son là, etc. Mais moi j'y crois pas trop à ça, parce que je trouve que si les gens se font chier à foutre des Instagram et à tweeter pendant qu'ils sont en une teuf, c'est qu'ils s'amusent pas. Mais bon, il y a des trucs comme ça. En tout cas, il y a le côté temps réel que j'ai. Alors explique, parce que s'il y a du temps réel, parce que j'ai pas compris. Je suis d'accord, mais en fait, je pense que pour que les gens soient prêts à accueillir chez eux des gens qu'ils connaissent pas, ça peut pas se faire en temps réel. Ils ont besoin de discuter avec eux, de savoir qui ils sont, et qu'il y ait une relation un peu plus comme sur Airbnb, que les gens discutent, 2-3 échanges. Ok, tu te lâches ma maison. Non, mais t'as raison, mais du coup tu peux peut-être faire uniquement avec les amis d'amis. Faut que tu sois ami avec plus de 3 personnes sur Facebook pour avoir le droit de voir. Enfin, tu peux imaginer des choses comme ça, mais ok. Et juste, c'est quoi, pourquoi il y a des prix en fait 10 €, c'est la contribution qui est demandée par les ambianceurs pour acheter par exemple de l'alcool, de la bouffe. C'est juste une avance sur les frais en fait. D'accord. Voilà. Donc tu peux pas dire venez avec une bouteille ou venez. Comme ça, chacun fait son thème et il peut vraiment prévoir ce qu'il veut. Et juste DJ. Et si vous voulez vraiment faire un business de ça. Ouais. Alors ça serait quoi un peu l'idée du business model? C'est de prendre une com sur les ventes on prend déjà une com sur les ventes, donc c'est une com qui nous permet de couvrir les frais de paiement pour l'instant, donc c'est pas une énorme com. Et après on prévoit d'autres choses, on a un plan, on a pas mal de choses en tête, quoi. Bon, ok. Pardon, c'est quoi? On verra dans 4 ans. La drogue? Est-ce que justement on va jusqu'au bout du délire en fait? Il vient de le dire. Attends, Ouais. C'est quand même l'investisseur du panel qui vient de te sortir. Est-ce qu'il y a de l'alcool? Est-ce qu'il y a des meufs? C'est un peu les deux arguments qui vont faire si la teuf elle est bien ou pas, tu vois. Et là, à aucun moment dans ton pitch, tu n'assumes ce truc-là, tu vois. L'alcool, il y en a. Oui, mais faut. Non, Sur mais. les photos. Oui, sur des photos, c'est pas ça que je veux dire. Mais en termes de critères, tu vois. Le critère numéro 1, c'est moi je vais pas dans les soirées Spotify, les soirées Deezer. Si t'arrives à une soirée, c'est juste un ordinateur branché sur une pauvre enceinte, c'est mort quoi. C'est le son, ouais. C'est d'abord ça, et ensuite. Ouais, mais
il y a quand même ces 3 arguments. Et donc, ce qu'on aimerait bien voir, en fait, si tu as fait une interface et que tu l'as codée, etc., c'est comment tu rentres dedans. Est-ce que je peux paramétrer plus de bon son ou plus de alcool ou tu vois? Bah, on peut vous montrer un petit peu. Un petit peu La démo. au feeling. On vous montre la démo? Comment? On vous montre la démo? Mais il fallait l'inclure dans ton pitch, Ok. ma gueule. Enfin, tu vois. Ok. Bon, bah, le site est dispo, allez voir. Bon, il y a une bonne énergie. Franchement, il y a une super intuition. Juste dans la façon de faire, fais-le autrement. On veut voir 1 milliard de teufs que tu génères et on veut que tu apprennes auprès des ambianceurs et pas juste que tu t'enfermes dans une salle à compter les likes et à faire du codage. Non, on veut vraiment que tu libères Paris de sa salle ambiance. J'en organise, hein, la Summertime. Génial. Bon, bravo. Merci. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Adrien, je suis le fondateur de Serenitics. En une phrase, Analytics on BI, simple et puissant. Je vais faire un peu plus qu'une phrase, sinon c'est un peu sur le léger. Ok. Donc voilà, donc un slide pour vraiment comprendre ce qu'on fait à Serenitics. Donc on développe un outil web pour qu'à partir de données, quelles que soient vos données, ça peut être de l'Excel, des bases de données, des API REST, ainsi de suite. Le but, c'est si vous avez de la donnée, on va pouvoir s'y connecter. Et à partir de là, vous pouvez utiliser notre outil pour faire ce que vous voyez au-dessus, donc un dashboard, dans le but de pouvoir faire un dashboard simplement, mais quand même un dashboard très avancé. Donc ça, quand vous voyez ça, vous vous dites, on a déjà vu des choses comme ça existe un peu, le marché, il y a déjà du monde là-dessus. Donc pourquoi Serenitics? Donc la petite histoire, je sais pas trop viser. Ouais. Ah, ok. La petite histoire, je suis le fondateur d'une autre société qui s'appelle Planorama, qui fait du relevé de l'inventaire magasin par la photo. Ça permet aux gens avec leur téléphone portable, un commercial de Fleury-Michon, de faire son relevé magasin. Donc au final, c'est une société où on a énormément de données et où on fait énormément de dashboards. En pratique, les dashboards sont quand même assez avancés. Par exemple, on a souvent des clients qui nous disent je veux un tableau avec le chiffre d'affaires de mes produits, mais je veux que ma marque à moi, elle soit en premier. Ensuite, en 2 et 3e, je veux mes concurrents. Ensuite, je veux les 5 suivants ordonnés par ordre décroissant de chiffre d'affaires. Et après, je veux une catégorie others. Et la liste, comme ça, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Donc on a ce genre de problématique. Et là, on se dit, comment on va faire? Donc on va voir les outils qui existent sur le marché. Donc il y a des outils que je catégorise de simplistes. Ils sont super design, la palette graphique, elle est bien choisie. Mais quand vous rentrez dedans, au bout d'un quart d'heure, vous dites, ouais, c'est super sympa comme outil, c'est bien fait, mais c'est juste que ça me bride complètement. À l'opposé, vous avez des outils complexes. Donc dans complexe, ça va jusqu'à vous devez installer un cube Microsoft sur vos serveurs chez vous. Donc juste ça, tout de suite, ça commence de faire peur. Et en pratique, il va falloir aller taper finalement très rapidement sur ces outils. On va quand même devoir taper des requêtes du SQL. Donc ça, c'est toujours un peu pénible à faire. En plus, il faut être quand même un petit peu technique, il faut savoir le faire. Et c'est pénible d'écrire un group by, de group back, de select, de where, tout ça. Personne n'aime ça. Et en plus, vous n'avez pas la main sur vraiment toute la partie interface graphique. Si vous voulez que le titre il soit en orange, souligné comme ça précisément, faire exactement ce que vous avez envie, vous ne pouvez pas. Donc nous, Serenitics, ce qu'on propose, c'est un outil qu'on veut simple, avec une vraie UX qui a été travaillée, dans le sens où vous avez un accès à l'outil qui est vraiment fait pour les gens métiers, pour avoir des résultats très simplement. En 10 minutes, vous allez avoir un super dashboard, mais vous pouvez quand même passer un peu au stade 2, le stade 2 qui est le stade très avancé, où vous allez pouvoir finalement tout tuner, tout régler dans votre soft, et une puissance, notamment une puissance de calcul derrière, qui est très importante. Si finalement on ne peut pas faire grand-chose avec l'outil, dès qu'on va faire une requête avancée, le projet ne sert pas à grand-chose. Donc, par exemple, ce que je vous disais, c'est qu'avec Serenitics, c'est du simple et puissant. Simple et puissant, on peut dire un peu, bon, là on enfonce une porte ouverte. Donc prenons un exemple comme celui-là. Je vais pouvoir faire des requêtes pour afficher des données qui sont des group by imbriqués. Donc typiquement, si j'ai envie d'avoir, j'ai des données qui sont des achats et je veux savoir combien j'ai de personnes qui ont fait un achat, combien j'ai de personnes qui ont fait 2 achats, combien j'ai de personnes qui ont fait 3 achats sur les 6 derniers mois dans la catégorie des 18-25 ans.
si on a des données de vente, on veut savoir ça et on n'a pas envie de faire appel à l'expert BI sur un cube Microsoft pour aller faire ce genre de requête. C'est juste, ça tient pas la route d'avoir à faire une démarche aussi compliquée, alors que la finalité, elle paraît simple. Nous, dans notre outil, vous allez pouvoir faire ça de manière graphique. Donc ça, c'est sur la partie puissance de calcul. Sur la partie design, par exemple, vous allez pouvoir mettre ce genre de... Si vous voulez changer les icônes, en haut, dans les petits widgets comme ça pour afficher des valeurs, c'est vraiment très simple à faire. Il n'y a pas besoin de connaissances. Et typiquement, pour avoir un dashboard comme ça, si vous avez des données simples à connecter, normalement, dans les 10 minutes, vous devez y arriver. Sinon, c'est qu'on n'est pas bon. Si vous ne le faites pas dans 10 minutes, c'est qu'on n'est pas bon. Et au final, vous allez aussi pouvoir tout tuner sur l'aspect graphique grâce à une couche CSS. Si vous avez envie de tout révolutionner sur un dashboard comme ça, vous avez la main sur tout, donc vous pouvez vraiment tout faire. Vous êtes sûr de ne pas être bridé à un moment. Donc voilà pour la présentation de l'outil. Ce n'est pas une vraie démo live, je l'aurais bien fait, mais un peu trop court sur le timing. Donc maintenant, quels sont des use cases qui peuvent être pertinents, notamment ici. Donc par exemple, vous êtes une startup, vous avez envie de monter une startup et vous voulez faire un mock-up ou un MVP de votre produit, c'est 5 minutes. Okay. Alors je prends 30 secondes de plus pour finir. Vous voulez faire des mock-up avec notre outil, dans la soirée vous avez votre mock-up, demain vous allez chez vos prospects. Parce que ce que vous faites, c'est une vraie appli web que vous allez pouvoir partager. En termes de pricing, on est très agressif, c'est-à-dire vous aurez accès à ça pour 9 € par mois. Cette offre-là est déjà lancée, c'est-à-dire que vous pouvez faire vos dashboards ou vos mock-ups d'applications pour 9 € par mois. 9 € par mois, en équivalent temps ingénieur, c'est 20 minutes. Donc c'est-à-dire que si vous demandez à un ingénieur de bosser plus de 20 minutes sur de l'analytics sans tester Serenitics, vous n'êtes pas rationnel financièrement. Donc la conclusion, il y a un essai gratuit 15 jours, venez essayer. Merci à vous. Tu veux commencer ou? Ouais, au niveau du pitch, c'était pas top parce que tu regardais beaucoup l'écran, tu es censé un peu genre connaître par cœur et nous regarder nous, mais au moins regarder la salle. Et ensuite, j'ai quand même mis beaucoup de temps à comprendre. Finalement, c'est assez simple ce que tu fais, c'est un dashboard en SaaS. C'est ça. Pourtant, j'ai l'impression que tu es rentré dans. Tu nous as expliqué ça de 25 façons différentes et ça a complexifié alors que. Alors que c'est un dashboard en SaaS. Okay. C'est que le premier slide n'était pas bon, parce que c'était le but. Ouais, et après, pareil, sur ton slide simple et puissant, t'insistes énormément sur c'est simple et c'est puissant, c'est simple et c'est puissant, et je sais pas, ça n'a pas l'air si simple, et avec tes exemples, ça n'a pas l'air si puissant. Je sais pas. Il y a comme un décalage entre t'insistes sur c'est simple et puissant, et tu nous parles de CSS et tout, je vois ce que c'est. Mais si tu veux en faire un truc simple, tu t'en fous, tu parles pas aux gens de CSS. Customisable, tu le dis pas, quoi. Parce que, je suis tout à fait d'accord avec la critique. L'idée, c'est de dire qu'on n'est pas bridé avec l'outil. On peut faire plein de choses de manière très avancée sans faire de CSS. Maintenant, si vous voulez faire quelque chose de complètement exotique, avoir une cellule qui s'affiche, qui clignote, parce qu'avec telle condition, en fait, vous pouvez le faire. Mais là, il n'y a pas d'interface. Je comprends pas le product market fit, là, comme on dit dans les clichés de VC. Si tu t'adresses à des gens, le moment qui était bon, c'est quand tu as un peu expliqué en disant, ça aurait pas être normal, c'est pas normal de faire une requête, je veux savoir quels sont les 18-25 ans qu'on consommait, ça devrait se faire facilement. Ça, on se dit, ok, on comprend ce use case. Bon, même si t'as pas incité sur la concurrence, mais je pense qu'il y a quand même du monde qui permet de faire ça. Mais, il y a du monde. Donc ça, on comprend. Et après, tu lui dis, mais on peut faire clignoter les boutons et tout. Non, on s'en fout. Toi, tu veux faire un truc simple. C'est pas grave si ça permet de faire des choses complexes. Enfin, je pense pas que ce soit la peine de faire un produit qui va faire des trucs complexes. Enfin, je sais pas si. Voilà mon premier feedback. Okay. Merci. Honnêtement, ça m'a fait penser à plein de startups qu'on voit dans l'analytics, dans l'analyse de la big data, je veux dire, et en fait, il n'y en a aucune, même si elle espère, qui a un produit. Elles sont toutes dans le service. Et moi, la barrière pour ce genre de dashboard hallucinant, en vérité, c'est la data. T'as jamais des datas qui sont bien foutues, qui peuvent se plugger, bim bim, tac, j'ai le bon truc. On se retrouve tous avec des Excel sheets absolument mal foutus, implugables, quoi. Donc toi, aujourd'hui, ton 9 € par mois, il y a combien de gens qui l'utilisent?
Alors, pour l'instant, donc la société elle a 6 mois. Ouais. Donc là aujourd'hui on a terminé un proto un petit peu avancé. Ouais. Et là on a lancé le 9 € la semaine dernière. Ouais. Aujourd'hui on a eu une utilisation intensive, quelqu'un qui a dépassé les 100 dashboards pour un usage précis. Alors c'est qui lui? Il est C'est des gens, c'est une agence marketing qui traite des données pour un grand compte derrière. Voilà. Donc c'est des mecs qui sont habitués à utiliser des tableaux. Ce que je veux dire, c'est que si moi, à The Family, par exemple, je plug tout là-dessus, déjà c'est pas moi, parce que franchement, ça me fait flipper le bousin de base. J'ai pas accès. Non, mais j'ai pas accès à MySQL, j'ai pas accès à Oracle. Enfin, Oracle, tu me diras, on l'utilise pas. Enfin, il y a plein de trucs qui me paraissent. Enfin, je suis pas ta cible dans la boîte. Tu vas t'adresser à qui? En fait, il y a vraiment deux parties. Il y a la partie, il y a un moment, il faut quand même connecter les données. Donc ça, si les données elles sont dans un système complexe, il y a un moment, il faut arriver à les plugger. Mais après, sur l'aspect faire les dashboards, l'objectif, c'est que ce soit vraiment des gens du métier qui les fassent. Pour éviter d'avoir quelqu'un du fonctionnel qui demande les choses, ensuite ça part à l'IT, l'IT développe des choses, ça remonte au fonctionnel, en fait on n'est pas tout à fait d'accord parce donc que toi tu c'est pas ce qu'on vends voulait. au métier directement? L'objectif c'est vraiment que ce soit le métier qui l'utilise, d'arriver à faire des choses avancées sans être tech derrière. Donc ta cible c'est des SME, enfin même des TPE, des startups c'est ça. Ou des agences qui traitent de la donnée? C'est ça. Les deux? Entre les deux, entre une SME qui traite de la donnée, elle aura en fait, pour l'instant, il y a les deux cibles. Clairement, une SME, si elle a derrière du Oracle ou elle a mis des API REST en place, on va être capable de s'y connecter et les besoins en connexion seront plus avancés. Maintenant, ça fait que si les besoins de connexion data sont simples, ça marche quand même. Donc, c'est-à-dire pour une startup, elle va être capable, pour faire un mock-up, il n'y a pas besoin d'aller monter un serveur SQL pour mettre de la donnée dedans. Ce serait complètement aberrant. Alors, ce qui a manqué dans ton pitch, c'est à qui je m'adresse. Tu vois, hyper important. Quand tu fais du B2B, parce qu'il y a ceux qui vont l'utiliser et ceux justement qui n'ont pas besoin de fine-tuner à chaque what if. Et si il se passe ça dans ma recherche, que tu sois pas obligé à chaque fois de refaire une boucle en interne dans la boîte avec tous les mecs qui sont à l'informatique, mais que tu puisses être indépendant. Ça, c'est les utilisateurs finaux. Et puis, tu as les mecs qui vont plugger. Donc, c'est pas les mêmes. Juste raconte-nous ça, tu vois. C'est important. Comme ça, on peut se positionner, on peut visionner. Et puis, c'est vrai qu'on a envie de voir un truc d'un point de vue use case, tu vois. Qu'est-ce qu'on permet de faire, en fait, très concrètement sur un cas métier? Raconte-nous une situation dans une boîte de ça. Ouais. Plus que nous dire, je plug tout, je fais tout, waouh, c'est magique. Et en fait, on ne sait pas comment le prendre, par quel point d'entrée. Non, mais le produit, il n'est pas live en fait. Il existe. Pardon ? Il existe le produit ? Oui, c'est en live. Pourquoi t'as pas fait une démo alors ? Parce que si c'est hyper simple. Pourquoi j'ai pas fait de démo ? Parce que juste avant qu'il fallait voir que c'était intéressant de faire une démo, donc je l'ai mis en slide. D'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si ton argument c'est la simplicité d'utilisation pour tout le monde, c'est mieux. Ouais, regarde un truc genre Typeform. Je sais pas si tu connais Typeform, c'est une boîte de Barcelone qui est en train de bien marcher, qui permet de faire des formulaires de façon hyper simple. Et genre, eux, ils sont attaqués à un marché, pourtant il en existe plein, genre les SurveyMonkey, les Google. Mais eux, ils ont fait tout autour du design hyper simple et c'est en train de déchirer. Et moi, les mecs, je les ai vus et j'ai été bluffé juste parce que la démo, j'étais là, waouh. Si ton axe c'est la simplicité, vaut mieux le montrer en faisant la démo du produit, quoi, si c'est vraiment ça. Je vais rajouter juste quelques trucs, mais pas trop, parce que je suis quand même plus ou moins d'accord sur ce qui a été dit, même plus que moi. Déjà, il y a un avantage, c'est que tu es très sympathique. On te sent, on t'aime bien, tu fais ton pitch et on se sent pas agressé. Pour avoir eu, je sais pas si tu te souviens, le CEO de Mixpanel qui était venu il y a 1 an et demi. Lui, c'est un excité, lui. Lui, s'il pitch, t'as pas envie d'écouter. T'as l'impression qu'il va te forcer à utiliser son truc. Il est beaucoup plus violent et je sais pas si c'est moins bien ou mieux, mais toi, en tout cas, pour le pitch, ça te sert, quoi qu'il arrive. Donc, t'arrives avec un bon a priori. Après, c'est vrai que t'as l'air aussi intelligent et que du coup, toute cette complexité qui sous-tend ton business en termes de problématiques, il y a eu trop de choses négatives, du coup, je les mets les positives. Avec toutes ces problématiques, on a l'impression que tu veux faire comprendre à toute la salle les problématiques qui sous-tendent ton business. Sauf que nous, enfin moi en l'occurrence, et je pense que qui est familier avec ces problématiques dans la salle ?
Okay, donc ils sont peu. Des gens qui sont capables de comprendre ça et toutes ces problématiques, ils sont très peu. Et c'est pas le but du pitch. Le but du pitch, c'est d'avoir un effet aspirine. Un effet, j'ai mal à la tête. D'un coup, tu crées un mal de tête empathique, donc un mal de tête faux. Et d'un coup, ah, ça y est, je comprends ce qu'il fait, c'est super simple. Et toi, ton but, c'est simple et puissant. Comme il disait, le pitch, a marqué simple et puissant. Et ton pitch, il est compliqué. Et toi, t'es gentil. Du coup, c'est pas un peu, c'est pas très aligné. Mais plus que ça, c'est que le problème, c'est qu'on a l'impression, à la fois dans ton pitch et à la fois dans ton produit, que tu avances comme ça, petit à petit, comme t'avances en front, tu vois. Tu as ton front comme ça qui est comme je dis, intelligent, c'est-à-dire que tu as pensé à plein de choses. Alors il y a le front S, il y a le front ouest, il y a le front machin, il y a le truc, et on va aller à la bataille, et on va défoncer l'ennemi. Sauf que le marché des analytics, c'est un putain de château fort, quoi. Genre les remparts, elles font 3 mètres de pierre brute de taille, et toi, tu peux pas y aller en front. Tu es obligé d'y aller en pique, j'en sais rien. Ouais. Et on le ressent ni dans ton pitch, cette espèce de truc qui va défoncer quelque chose, et on le ressent ni dans ton produit, puisque tu nous donnes plein de features, au lieu, comme disait Nicolas, de dire voilà, c'est ça. Et c'est ce truc uniquement. Voilà. Donc c'est un peu ce qui manque, cette simplicité, cette violence focalisée. Ouais. Sur la dernière partie, je suis vraiment à 100% d'accord. Aujourd'hui, on a 6 mois et on est 2 pour l'instant. Et c'est clair qu'en termes de marché, on est dans une vraie période de market fit. Avec tout ce que ça inclut. Et donc c'est aussi pour ça que voilà, aujourd'hui on est sur un outil qu'on destine très simple aux gens métiers pour faire des dashboards, avec derrière un moteur qu'on veut très puissant. Mais si on trouve justement, on est aussi à la recherche d'un aiguillon pour rentrer sur ce château fort. Donc si jamais vous venez tester, vous avez des usages très particuliers, typiquement sur connecter certaines API REST ou des choses que vous n'arrivez pas à faire sur le marché, on est vraiment très preneur de vos tests et de vos feedbacks. Donc là, tu as 15 jours gratuits, c'est ça ? 14 jours. 14 jours. Qui va aller tester Serenitix, franchement ? 3, 4. Bah moi, franchement, je vais te dire, je vais aller tester parce que... Ça fait 5. Ouais, 5, vas-y. Bravo. Okay, merci. Ah ouais, quand même. Bonjour à tous. Je viens vous présenter Medbox. C'est bon ? Donc Medbox, avant tout, c'est une équipe. On est 3 cofondateurs. Les 2 autres sont dans la salle. Un médecin qui s'appelle Julien, un commercial qui s'appelle Benoît et un ingénieur, c'est moi-même, je m'appelle Thomas. Et notre objectif chez Medbox, c'est de faire en sorte que les professionnels de santé fassent ce qu'ils savent de faire, enfin, leur grande spécialité, c'est-à-dire soigner les gens, et qu'ils arrêtent de faire autre chose. Parce qu'il y a un gros problème dans les cabinets médicaux, c'est le téléphone. Le téléphone, 56% des médecins se disent harcelés par le téléphone. 56%. Et quand, fort de ce constat, on l'a constaté dans le cabinet de Julien, il faut trouver une solution, changer la donne, faire en sorte qu'on s'organise différemment. Parce qu'un médecin, c'est un professionnel qui a en face de lui 1000 à 2000 patients. Et quelles solutions ont ces patients à l'heure actuelle ? Ils ont juste un téléphone pour pouvoir le joindre, aussi bien pour prendre un rendez-vous que pour lui demander un avis. Donc il fallait trouver une solution. Mais avant de trouver une solution, parce qu'il ne faut pas aller trop vite, sinon on ne trouve pas forcément la bonne solution, on a interrogé des médecins pour leur demander, mais qu'est-ce que vous imaginerez, qu'est-ce que vous imaginez comme solution, quels sont vos problèmes ? Et ils nous ont dit, ah mais je veux pas que le téléphone ne sonne plus, mais je veux qu'il sonne à bon escient. Je veux qu'il sonne quand on a besoin de mon avis médical. Ils nous ont dit ça d'abord. Ils nous ont dit aussi que si mon agenda pouvait se remplir tout seul sans que je fasse rien, ma secrétaire, elle le fait, mais ça me coûte très cher, j'ai pas de secrétaire. Si je pouvais trouver une solution pour que ça se remplisse tout seul, automatiquement, ce serait vraiment l'idéal. Très bien. Donc, premier feedback qu'on a pris en compte. On a été voir des patients. Alors ça, je pense qu'il y en a un certain nombre dans la salle. Et on leur a demandé aux patients, mais pourquoi vous harcelez les médecins ? Mais il faut arrêter d'harceler les médecins, c'est pas bien ça. Il faut faire quelque chose, mais pourquoi vous les harcelez ? En fait, vous voulez avoir un rendez-vous et vous utilisez tous les moyens pour l'avoir. Est-ce que vous pouvez le faire ? Quand est-ce que vous voulez un rendez-vous ? À tout moment du jour et de la nuit, vous pouvez avoir cette nécessité. Tiens, je rentre chez moi, je suis malade,
mais s'il y a une place demain, j'aimerais bien y aller, quoi. J'aimerais bien y aller. Et dans les patients, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des jeunes, des vieux, il y a vraiment toute la population, tout le monde va chez le médecin. Il y a des connectés, il y a des pas connectés. Internet est une solution. Mais Internet n'est pas la seule solution, parce qu'il y a plein de gens qui veulent continuer à pouvoir téléphoner pour prendre rendez-vous. Donc voilà, ça c'est les constats. Et donc on a imaginé, enfin fort de tout ça, on a imaginé quelque chose et on l'a mis sur pied, en fait. Et je suis très heureux de vous présenter nos 3 piliers, nos 3 nouveaux outils pour le cabinet médical, qui sont simples et universels. Très important parce que simple, parce que ça s'adresse à tous, donc il faut que ça marche pour tout le monde. Universel, bah oui, on parle bien à tout le monde. Et l'universel n'est pas uniquement dans le côté patient, c'est aussi dans le côté praticien. Parce qu'il y a une multitude de façons de pratiquer la médecine et notre outil doit pouvoir s'adapter à ça. Donc on a un premier pilier qui est l'agenda du médecin, dans lequel il va pouvoir gérer l'ensemble de sa relation avec ses patients. Les 2 autres, ils sont destinés aux patients, c'est le site internet du médecin et son serveur vocal. Et oui, vous allez appeler le médecin à toute heure du jour et de la nuit pour pouvoir prendre rendez-vous. C'est réel, c'est ce qu'on a fait. On a 24 clients ravis, ils nous disent qu'on leur a changé la vie, et on est live depuis octobre 2014. C'est un service SaaS qui coûte 189 € par mois. Alors je vais quand même parce qu'apparemment j'ai un peu de temps. Ça c'est l'interface du médecin, histoire qu'on ait quand même un peu de concret devant nous. On voit ses rendez-vous à gauche, ses dispos, il peut cliquer là pour prendre des rendez-vous. On a le site du docteur Solo, sur lequel on voit qu'il a des créneaux domicile sans rendez-vous, sur rendez-vous, fermé, et la prise de rendez-vous où on vous indique toutes les différents créneaux possibles que vous pouvez prendre. Voilà, et pour finir, j'ai même le serveur vocal, si j'ai le temps. On va essayer. Pour les rendez-vous au cabinet, tapez 1. Les premiers rendez-vous disponibles auront lieu le lundi 23 mars. Nous vous proposons un rendez-vous pour une personne le lundi 23 mars à 9h45. Si ce rendez-vous vous convient, tapez 1. Précisez en quelques mots le motif de votre rendez-vous. Puis, appuyez sur dièse. Bonjour docteur, c'est Jean-Christophe Bruno. J'ai vraiment mal à la tête en ce moment et ça dure depuis maintenant 2 jours. J'aimerais vraiment vous voir urgemment. Voilà, merci beaucoup. Merci. Votre rendez-vous le lundi 23 mars à 9h45 est maintenant confirmé. Et ben voilà, moi je suis content. Je suis content parce que quand je l'ai sélectionné, je lui ai dit ouais, voilà, t'es sélectionné. Et il fait pourquoi moi? Il y en avait plein d'autres. Moi j'ai pas envie de passer, je sais pas pitcher, j'ai peur. Et je dis putain, je suis sûr que tu vas faire un méga taf. Et au final, même s'il y a peut-être quelques trucs à dire, il n'y avait pas le stress qui se ressentait. On n'avait pas du tout l'impression que c'était la première fois que tu le faisais. Pas trop par rapport à ce que tu m'as dit la dernière fois, je me suis dit ça va. Et on s'est bien imaginé le problème. Enfin voilà, là t'es rentré dans le problème. On sait que le médecin, ça doit être chiant pour lui de voir tous ces trucs-là, et tu nous en parles à la fois de façon quantitative. Tu nous dis voilà, entre 1000 et 2000 patients. Donc là, on s'imagine le flot, le raz-de-marée de patients qui arrivent, et on se dit ah ouais, non mais 1000 et 2000, on s'en rend pas compte, c'est quand même pesant. Et tu nous en parles aussi d'un point de vue un peu émotionnel. Voilà, comme ça, on a l'impression de se mettre à la place du médecin. Donc ça super. Tu dis aussi que clairement vous avez testé ça avec le cabinet de Julien, je pense que c'est ton associé, et que donc vous avez un cabinet sur lequel vous avez pu tester. On voit par ce biais-là un peu, peut-être pas assez, je sais pas s'il fallait raconter une histoire un peu plus personnelle, mais on voit le lien entre le problème, l'industrie et le fait de s'y attaquer. Après, il est un peu trop long dans le problème, même si t'étais pas très stressé, qu'on t'était sympathié, donc on a envie d'écouter ton histoire et que tu prends à partie et le jury et la salle. C'était peut-être un peu trop long sur le problème et tu nous as laissé un peu trop en haleine. On a l'impression que tu nous racontais une blague et qu'elle était longue, tu vois, et qu'au bout d'un moment on a envie d'entendre la fin et le mec il attends non, parce qu'en fait le gars, sa sœur, elle était là-bas, et tu vois, on avait l'impression d'entendre un peu ce truc-là. On se dit ok,
Quand est-ce qu'on voit cette solution simple pour se mettre dans la peau du médecin et du patient qu'on est tous, pour se dire ok, c'est beaucoup plus simple. Mais à la fin, au final, ça arrive. Je pense que c'est la première démo téléphonique qu'on a eue, ou en tout cas audio qu'on a eue. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on se voit bien, en tant que médecin, intégrer cette solution-là, qui est quand même assez seamless dans le processus qu'on a déjà, qui est actuel, et le faire beaucoup plus vite que d'habitude et avec beaucoup moins d'interaction humaine. Peut-être sans remplacer la secrétaire, mais en lui dégageant beaucoup plus de temps pour le care qu'elle a à faire dans sa salle d'attente ou sur d'autres aspects. Donc voilà, un peu plus vite sur le reste et pas trop sur le problème. Autrement, à force de le répéter, je pense que ça fera un super pitch pour j'ai l'impression, un super produit. Super énergie, bon pitch dans l'ensemble, dans la forme, je dirais. T'as les yeux qui pétillent, c'est agréable. C'est vrai que, pour le coup, moi, je suis pas trop d'accord. J'ai trop senti ton stress. Ouais, je l'ai vachement senti ton stress parce que effectivement, tu finissais pas tes phrases. Enfin, ça s'enchaînait, ça allait d'idée en idée, ça courait un petit peu. Et c'est vrai qu'à un moment, on était quasiment aux 3/4 du pitch. Et tu viens seulement de finir de présenter le problème, quoi. Mais le problème, on le connaît tous. Enfin, tout le monde essaie de régler ce problème. En tout cas, ici, je pense qu'on a à peu près l'habitude d'entendre et on se demande quelle est la start-up qui va percer ce secteur-là, qui va réussir à faciliter ce problème, ce fléau même, pour pouvoir atteindre les médecins et créer de la fluidité entre les patients et les médecins. Donc, tu n'avais pas besoin de passer autant de temps. Et surtout, en fait, dans la façon dont tu présentes le problème, tu parles du téléphone et tu dis le téléphone c'est chiant parce que les mecs donc sont constamment bloqués, mais finalement ta solution elle n'est pas que autour de la prise de rendez-vous, si je comprends bien, non? Il y a la prise de rendez-vous, mais il n'y a pas que ça. Il y a quoi d'autre? Vas-y, parle. Il y a le site internet du médecin, voilà. Où il communique. Donc tu crées au mec son propre site internet? Oui, ça fait partie de notre solution. D'accord, il y a quoi d'autre? C'est tout, c'est déjà ça. Enfin, il a un serveur vocal. Enfin, ouais, ok. Ça n'a pas été là. Ouais, serveur vocal. Son serveur vocal à lui. Ouais. Vous êtes bien chez le docteur. Ouais. Et son site internet sur lequel il peut rajouter des pages, rajouter du contenu. Tout clé en main, ok, d'accord. Exactement. Ouais. Et donc c'est pas mal. Enfin, je veux dire, c'est bien pensé. Enfin, je veux dire, ça fait l'articulation entre l'ancien monde et le nouveau. Tu t'adaptes vraiment à la vie des médecins, à la vie des patients aussi, parce que c'est pas que des super digitaux qui ont rendez-vous avec le médecin. Et moi, ce qui m'aurait intéressé, quand j'ai regardé l'interface, je t'avoue, pas là parce que là ça l'a bien foutu, mais un peu avant, ça m'a fait un peu flipper. Avant. Non, ça me fait flipper, ça. Je voulais pas trop les montrer mais c'est normal que ça fasse flipper parce que c'est une interface professionnelle qui a été qui a été faite par 3 personnes chez un médecin. On l'a fait entre nous, elle est très fonctionnelle, mais elle est très très moche. Et c'est pour ça que je voulais pas faire. Enfin, le Waouh Effect sur ce genre de démo, et c'est pour ça que je voulais pas la faire. Et alors, après, j'ai vu les pitchs d'avant, je me suis dit si je fais pas la démo, je vais me faire massacrer. Non, mais voilà. Donc je me suis dit je vais le faire, mais voilà. Mais ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'ils vont avoir dans la team le réflexe tech pour faire une espèce de fluidité en termes du UX, un truc qui tue tout. Parce que quand je vois ton prix aussi, je me dis waouh, quand même. Bien sûr, c'est rien par rapport au tarif d'une secrétaire par mois, 189 €. Mais en même temps, tu peux te faire killer par n'importe quelle boîte. Vas-y, t'as envie de dire un truc? Non. Ouais, non, mais je me dis que ça reste quand même super excessivement cher comparé à tout ce que peut me faire un agenda. Parce que, attends, moi je regarde, site internet, il n'y a pas la formule que tu proposes, avec le serveur vocal, plus la prise de calendrier, spécialement pour les médecins. Mais je veux dire, quand je paye 25 $ par mois pour un Squarespace, c'est-à-dire les sites les mieux foutus du monde, oui, non, tu vois, je suis complètement d'accord. Après, c'est pas du tout la même population. C'est un outil promotionnel. On fait du B2B. On n'est pas. Et la preuve, ça se vend. Et on a commencé à beaucoup plus cher. On a commencé à 320. Ça se vendait. C'était pas le problème. Ouais, mais alors, mes petits camarades, vous m'inquiétez là. Vous connaissez pas ça? Genre, vous savez pas qu'il y a des mastodontes qui existent déjà sur ce marché? ZocDoc. Mon docteur, Doctolib. Quel doc? Ouais, quel doc en France après un Polonais là qui vient de lever 10 millions, qui est en train de faire toute l'Europe de l'Est. Enfin, c'est un marché qui est en train d'exploser. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. À mon avis, t'as quand même pas dit. Donc, alors, je sais pas. Après, si c'est un pitch pour investisseur, genre moi, il faut me dire voilà, je vais faire ZocDoc, je vais défoncer l'Europe. Je la zoc aux US ZocDoc, moi je vais faire l'Europe.
Mais on va défoncer l'Europe. D'accord. Mais après, t'as faut oublié de dire comprendre la le marché problématique aussi, hein, parce que principale. tout ce qui est sorti pour l'instant, ça n'a pas défoncé grand chose en France en l'occurrence. Hein. ZocDoc, c'est une vraie raison aux États-Unis parce qu'il y a des histoires avec les mutuelles, ça permet d'aider pour ça. Mais genre, tu connais pas Doctolib? Mais bien sûr que si. Bah, si tu compares Doctolib, si on compare Doctolib sur les tarifs, eux, en fait, ils proposent la prise de rendez-vous sur leur plateforme. Enfin, tu vas sur la plateforme de Doctolib. Le médecin, c'est un libéral. Il aime bien avoir son image. Il aime bien pouvoir communiquer lui-même. Ce que je veux dire, c'est que je pense que tu as oublié de dire quand même le truc principal. Mais on peut prendre rendez-vous si tu veux. C'est quoi la porte d'entrée d'un mec d'une relation entre un patient et un médecin sur Internet? À l'heure actuelle, ouais. Bah, comment font les gens pour chercher un médecin sur Internet? Je te demande. Ils vont sur Google et ils font médecin général. Donc, on est d'accord. Donc, en fait, ton métier, c'est un métier de SEO. Parce que l'appli calendrier, tout le monde est capable, enfin, beaucoup de gens sont capables de le faire. Ton métier, c'est un métier de SEO. C'est que quand je tape médecin généraliste Paris 14e, bim, j'arrive sur ton truc et clique, je prends le rendez-vous. Ouais. Et donc, quand tu fais ça, tu tombes sur Google Maps qui te référence tous les médecins qui sont dans ta zone. Et comme on a un site pour le médecin qui est référencé dans Google Maps, on a... Alors maintenant, je vais te faire du SEO médecin. Tu vas voir le pharmacien et tu lui dis, avec notre produit, on a un serveur vocal. Moi, médecin, j'ai pris un nouveau produit. Dedans, en fait, ce qu'il faut, quand tu as besoin de m'appeler, tu vas utiliser le numéro du cabinet qui est écrit sur toutes mes ordonnances. Et par contre, tu vas toujours utiliser le même téléphone dont tu vas me donner le numéro. Et comme ça, moi, j'aurais paramétré ton numéro dans le système, et donc tu tomberas sur moi directement, sans passer par n'importe quoi. Le week-end, le samedi, je veux bien te répondre quand je suis en train de jouer au golf, ça ne me pose pas de souci, parce que j'ai cette conscience professionnelle pour pouvoir répondre aux patients, pour pouvoir répondre aux pharmaciens qui sont en train de lire l'ordonnance. C'est un besoin, c'est important pour eux. Et là, tu fais du SEO auprès du pharmacien de quartier, qui peut te renvoyer des patients derrière. C'est ça l'intérêt. Donc c'est pas du SEO. Ouais, de la recommandation. Non, mais, non, alors attends, juste, moi je pense qu'on parle pas exactement du même cas de figure, parce que lui il dit les médecins sont quand même débordés, ils ont entre 1000 à 2000 patients, et en fait ils perdent un temps fou dans la gestion de la prise de rendez-vous, que la secrétaire coûte trop cher, etc. C'est pas tant le fait qu'on puisse les reach, qu'on puisse les atteindre, parce que moi je vois la plupart des médecins avec lesquels je traite, c'est les mecs, t'as pas de rendez-vous avant 3 mois, quoi. Donc j'imagine que s'ils pouvaient un petit peu mieux gérer. Ouais. Mais en fait, il y a les deux. Il y a vraiment les deux. Et parce que quand tu démarres que tu es médecin, bah, tu n'as pas de patient, donc tu as besoin d'acquérir de la patientèle. Après, ça arrive dans cette phase. Mais toi, tu commences par qui? Je veux dire, concrètement, les 24 que tu as, c'est qui comme médecin? Ça va de la gynéco qui a 60 ans à un jeune installé de 34 ans. D'accord. Voilà. Mais toi, tu veux que ta cible, c'est qui pour commencer? C'est moi, avant tout, ce que je cible, c'est les jeunes médecins qui s'installent parce qu'ils adorent la tech et ils ont envie d'avoir des produits qui tiennent la route. Donc tu vises la stratégie SEO, en fait, effectivement. Donc dans ce cas-là, c'est pas du tout ce que j'ai compris. Ouais. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as une appli côté médecin? Bah, c'est ça. Non, une appli mobile. Ben non, pour l'instant, ça c'est en responsive design. Enfin, je peux faire la démo sur le. Non, ok. Non, et sinon juste sur le pitch, c'était un peu trop stress. Et non, sinon ces logos, ils sont moches. Ah mais ça c'est sûr. Bon, bravo. Merci. Allez. Maintenant, on va passer au vote, les amis. Reste là, ne t'en va pas, on va voter. Vous avez aimé un pitch particulièrement plus qu'un autre. Donc tous les pitchers viennent sur scène. Et vous devez garder votre meilleure énergie pour le pitch que vous avez préféré. D'accord ? Donc on va se rappeler qui fait quoi. Vous allez tous me dire le nom de votre boîte. Grégoire, Haïku, le bike assistant. Bruno, Excuse My Party. Ladislas de Leka, le petit robot. Adrien, Serenitix. Thomas, Medbox. On est bon ? Ok, donc quand je veux dire à la 1, à la 2, à la 3, et même si c'est pas votre projet préféré, envoyez un petit son de bouche. Ouh.
Ok? À la 1, à la 2, à la 3. À la 1, à la 2, à la 3. À la 1, à la 2, à la 3. Je te laisse devant toi. Vas-y. À la 1, à la 2, à la 3. Un peu plus gentil. À la 1, à la 2, à la 3. Bon. Non, sans confusion aucune. Bravo. C'était un beau pitch. Il vous a tous touché. Merci. On reste, il y a des pêches, il y a du jus de pêche, il y a de la musique. Parlez-vous, parlez entre vous, échangez, il y a plein d'options, d'opportunités, de trucs géniaux à conclure ce soir. Donc restez là jusqu'à 9h, vous êtes les bienvenus. Merci.